Et bonjour à tous, c'est l'été. Il fait beau, il fait chaud. Sortez les maillots. Vous le savez, vous êtes toujours sur le podcast des Bébés Patrons, le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros billets. Et pour l'été notamment, en fait, je suis en pleine phase d'enregistrement d'énormément de podcasts. Je m'étais posé la question de faire un épisode toutes les 2 semaines seulement, mais je me souviens des longs étés auparavant, dans mon ancienne vie, où je faisais de la route pour aller en vacances, où j'étais sur la plage à griller, et je me disais si seulement il y avait du contenu à l'époque, les radios et tout avaient des pauvres émissions de rediffusion. Voilà, je vais pas vous faire l'affront et l'offense de ne vous diffuser qu'un épisode toutes les 2 semaines, même si je suis un peu la tête dans le guidon. J'ai énormément de choses avec mes appartements, il s'est passé beaucoup de choses, et surtout la boîte à billets. Avant de vous parler de la boîte à billets, je vais vous parler de l'invité, parce que l'invité est peut-être un peu moins connu de la plupart de mes auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manoa, qui est plus connu sur les réseaux sous le nom de Fortumedia. Et Manoa, il a plus donc de 300 000 followers sur les réseaux, mais c'est pas pour ça qu'il est invité. Il est invité parce qu'il a fait plus de 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires avec ses business avant ses 21 ans. Donc avant de pouvoir aller à Las Vegas tout claquer, il a déjà fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et j'aime beaucoup, voilà, il y a deux choses. Forcément, on vieillit. Et moi je vieillis en tout cas, et j'aime bien rester au contact de la génération un peu qui a 10-15 ans de moins que moi. Ils ont souvent des nouveaux outils à nous apporter, des nouvelles visions. Donc je trouve que c'est super intéressant. Et donc on va voir Manoa en ce moment, il a un des business les plus décriés de la sphère internet. Donc je trouve ça toujours très intéressant de discuter avec ce genre d'invités. J'étais ravi de l'accueillir, donc Manoa. Il va nous parler, on va parler de comment il a lancé son business quand il était au lycée. Il était très très longtemps anonyme sur les réseaux, il s'affichait pas. Pourquoi ? Parce qu'il était au lycée, et en fait il a transformé un peu cette contrainte de l'anonymat en opportunité marketing. Voilà, pour lancer ses business. Au bout d'un moment, les gens ils cherchaient à savoir qui il était, et puis bon, là visiblement, juste au moment où j'avais enregistré, il avait fait un peu volontairement une vidéo très orientée, on va dire, de façon à faire le buzz sur Twitter. Bon, moi j'avoue que j'ai pas Twitter, donc j'étais pas au courant, c'est lui qui m'en a informé. Mais après il a fait un épisode de podcast là-dessus. Il a un podcast que j'aime bien, parce que voilà, moi je me suis intéressé plus tard à tout ce qui est business internet. D'abord j'ai fait des gros billets, ensuite j'ai acheté plein d'immobilier, et puis ensuite je me suis un peu lancé dans tout ce qui est sur internet. Et donc très intéressant, Manoa. Avant d'attaquer avec Manoa, j'ai toujours plein de choses à vous raconter. La boîte à billets, donc vous le savez, c'est mon projet du moment. Et pourquoi je vous en parle tout le temps ? Parce que je suis sûr que c'est le meilleur projet qui existe dans tout ce qui est vidéo sur internet, formation sur internet. Il n'y a pas mieux. Déjà que les 3/4 des gens qui font des podcasts ou des vidéos YouTube, ils parlent jamais de comment ils gèrent leurs locataires, comment ils gèrent leur loyer, comment ils font visiter, etc. Donc on peut émettre des doutes, au moins des doutes. Sur avoir des réserves sur leurs propres activités. Et là, moi, en plus de nos propres activités, j'ai fait venir je fais ça avec mon associé, on fait venir un invité qui a des compétences hyper précises. Donc c'est comme un peu un podcast privé, sauf que déjà c'est en vidéo, on voit pas que des personnes qui discutent, on nous montre vraiment des outils. Donc maintenant on a 10 épisodes, donc les épisodes pour l'instant on a 4 de disponibles, ils sortent toutes les 2 semaines, mais on a enregistré 10 épisodes. Je vais vous faire un petit point. Donc on avait déjà, donc là les épisodes qui sont disponibles, et en fait quand vous écouterez il y en aura 5 qui seront disponibles. Donc on a un conseiller en gestion de patrimoine qui parle assurance vie SCPI, on a eu Stéphanie qu'on avait sur le podcast qui nous montre tous les plans, le chiffrage de ses travaux de son immeuble de 9 lots où elle a pu avoir 300 000 euros de fonds publics. On a mon associé Michel qui est entre parenthèses parmi ses multiples casquettes plombier, chauffagiste, qui vous explique les différents corps de métier. On a un courtier en crédit qui nous explique comment il peut nous aider à avancer. Au moment où vous écouterez ce podcast, il y aura l'épisode 5, Thomas d'Investir Simple, qui était déjà passé sur mon podcast, qui repassera sûrement sur le podcast que vous écoutez, qui nous explique comment économiser 200 000 euros de frais grâce aux conseillers indépendants, et il nous présentera les 4 catégories d'ETF. Ensuite, ça ce sera pour les épisodes à venir, mais ils sont déjà enregistrés. On a Vincent Cuisiniste qui nous explique tout ce qu'il faut justement pour bien aménager sa cuisine, très utile quand on fait de l'investissement, mais aussi si on fait des achats-reventes.
Ensuite, Clément, sportif et senior general brand manager chez Puma, qui nous explique ses astuces pour gagner en motivation. Joris, j'ai enregistré avec lui. On aura un épisode public et un épisode privé. Dans l'épisode public, il nous présentera son parcours qui est très impressionnant, comment il a dit bye bye patron. Et dans l'épisode privé, il nous explique comment il a investi à 5h30 de chez lui et comment il gère des biens qui sont à plus de 2h30 de chez lui, parce que vu qu'il a dit bye bye patron, il est parti de Paris direction Toulouse. Et sauf que c'est bien, ils sont encore à 2h30 de chez lui. Il nous explique à chaque fois, donc dans tous les épisodes, voilà, les invités nous montrent des outils. Là, par exemple, il nous montre le fichier qui est rempli avec les questions à poser à l'agent immobilier sur, voilà, est-ce que pour valider ou non la visite d'un bien. Qui nous montre tout ça dans le podcast de la boîte à outils des investisseurs. Et ensuite, on a Eric avec qui on a enregistré, expert en bâtiment. Il passera aussi sur le podcast public, donc pour nous parler de son parcours. Et il a dit bye bye patron, mais c'était lui-même le patron. Et là, dans l'épisode de la boîte à outils, il a des photos à la pluie. Il nous montre plein de malfaçons de chantier, vu qu'il est expert en bâtiment. On discute notamment pas mal des fissures, comment interpréter les fissures sur un bâtiment. Donc j'ai appris des mots comme fissure moustache, fissure en escalier, et voilà, à chaque fois il nous explique, il nous montre des malfaçons, et puis il nous explique le rôle d'un expert qui est hyper intéressant, hyper varié, et on peut y faire appel en fait plus vite qu'on croit, et ça peut nous faire économiser énormément de sueur froide et de problématiques futures. Donc voilà. Et épisode 10, Michel il a enregistré, j'ai pas encore écouté l'épisode, mais il a enregistré avec une personne qui gère un des plus gros parcs immobiliers d'une ville en France pour le compte d'un multimillionnaire. Donc voilà, comment on gère des centaines de lots, on verra ça. On verra ça avec Michel et son invité. Donc voilà, vous avez les 10 épisodes qui vont sortir. Franchement, prix Netflix, 13,49 €. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Le prix, il sera à 13,49 € jusqu'à ce qu'on ait 50 personnes. Je pense que là, on en a 30. Donc vous êtes les bienvenus. Dépêchez-vous. Ça va pas durer tout le temps. Après, on augmentera le prix. Et forcément, plus il y aura d'épisodes, plus il y aura de qualité. Et plus il sera temps de monter le prix. Enfin, je vous fais un tout petit point crypto. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que moi en fait j'avais un DCA automatique sur la crypto. Donc DCA, pour ceux qui sont pas experts de la crypto et des placements en action, c'est en fait qu'on investit moi je le fais toutes les semaines parce que la crypto, vu que c'est volatile, depuis 2 ans maintenant, 2-3 ans, j'investis toutes les semaines 80 €, voilà, je vous dis, qui partent dans la crypto. Plus bon, après il y avait eu des choses plus ponctuelles, mais c'était un bon montant. Et donc là, je vois que enfin ça monte. Voilà, il y a eu des histoires avec BlackRock qui veulent faire valider un ETF Bitcoin. Bon, si vous êtes dans la crypto, vous le savez. Si vous l'êtes pas, vous le savez pas. Mais sachez que ça remonte. Il y en a plusieurs qui annoncent la reprise du bull run. Mais bon, c'est comme faire des prévisions de Nostradamus. Mais en tout cas, la crypto revient. C'est sûr que quand on était au plus bas, on se pose toujours des questions. On sait que c'est cyclique. Sur les actions, on le sait. Sur la crypto, voilà, vu que c'est un peu nouveau, innovateur, on sait jamais où ça va aller. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et dernier point, Club Invest. Félicitations. Donc vous savez, mon associé, on a 10 membres. On gère 10 membres pour les aider à investir dans l'IMO, que vous soyez tout débutant ou avancé. Et donc là, en fait, ils sont super au taquet. Moi, donc, j'en gère. Il y a des petits. Parfois, on s'en passe de l'un à l'autre avec mon associé en fonction des dispos et puis de tout ce qui se passe. En tout cas, on a Kevin qui a réussi à négocier 11 000 €. Bah oui, il a accès à ma formation négocier pour faire des gros billets. Donc, il a négocié 11 000 € sur un bien à moins de 100 000 €. Il m'a dit ça avant-hier. Anaïs qui va peut-être rentrer sur un projet à quasiment 400 000 €. Boris qui est rentré pas longtemps, qui a fait des offres. Il y a eu des petites histoires en ce moment, vu que la période avec les taux, les vendeurs, ils savent pas trop quoi faire, des agents IMO qui lui ont fait un peu des coups foireux, mais ils continuent à visiter. Donc félicitations à toi. Et puis ensuite, j'ai Nicolas. Voilà, ces projets avancent. Tous les projets du Club Invest. On est super fiers de vous. Les membres, depuis qu'on a commencé, je crois qu'ils ont acheté 4 ou 5 millions d'euros. Voilà. L'important, c'est que tout ce qui tombe chaque mois chez eux. Et on a une place. On a une place. Ça arrive pas souvent. Je vous en parle pas souvent. On a une place. Si vous voulez, ce sera Michel qui s'occupera de vous. Et donc, voilà.
Il fait ça très bien. Et puis, bien sûr, de temps en temps, on fait des appels de groupe et des consultations de groupe. Si vous voulez, vous allez sur le site du Club Invest, vous prenez un appel gratuit. C'est pas cher, c'est cadeau. Voilà, on est parti avec Manoa. Je vous souhaite une très bonne écoute et une très bonne semaine. Et nul doute que cet épisode ne vous laissera pas indifférent. Même si vous êtes qu'investisseur immobilier, ça ne vous laissera pas indifférent. On se retrouve de l'autre côté avec Manoa. Bye bye. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Manoa, qui est Fortumedia. Merci Manoa de nous accueillir. Pour commencer, j'aime bien que les invités se présentent. C'est vrai que on a quand même une petite différence d'âge. Et on sait que toi, t'es le premier à le savoir, le personae, souvent il est un peu lié à sa personne, à soi, même si on essaye toujours d'être ouvert un peu à tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement et puis ensuite on va un peu dérouler ton parcours. Et j'aime bien aussi pour que les invités se présentent. En général, je leur demande, est-ce que tu as eu un peu une expérience insolite professionnelle qui t'a dit, ouais, je vais peut-être pas tout le temps être dans un job de stagiaire ou quoi. Toi, visiblement, t'as très vite switché, mais bon, je pense qu'il t'est quand même déjà arrivé quelques petites aventures dans ton métier. Donc voilà, je te laisse te présenter et puis si t'as une petite anecdote pour briser la glace, c'est top. Ouais, carrément. Déjà, merci Thibaut de ton invitation. On a été ultra proactif. En 48 heures, on s'est calé le petit échange, le petit podcast. Donc j'adore la façon de faire. En plus, on a échangé un petit peu en off juste avant et c'est très sympa. Pour me présenter rapidement, je vais commencer par l'anecdote. Comme je t'ai dit juste avant, je m'adapte au format du podcast. Moi, la seule expérience professionnelle que j'ai eue, à part évidemment celle à mon compte, puisque comme tu l'as dit, j'ai commencé très tôt, j'ai créé ma première petite boîte, ma micro-entreprise à 16 ans. Et donc, la seule expérience professionnelle, un petit peu désastreuse d'ailleurs pour le coup, que j'ai eue, c'était mon stage de troisième. Tu sais, en France, ouais. On était français aussi. Tu le sais qu'il y a le fameux stage d'observation de troisième. Yes. Et moi, j'étais un petit youtubeur à l'époque. À ce moment-là, en troisième, j'avais la petite chaîne YouTube et tout. Et je me suis dit, ce qui s'en rapproche le plus, c'est la com, le marketing, etc. Donc, je me suis dit, attends, mais je vais faire un stage dans une boîte de com et ça va être génial, quoi. Je vais apprendre la vente, la communication, le marketing, le design. Enfin, ça va être fou, quoi. Moi qui cherche à apprendre, en plus, ça va être génial. Et je me suis retrouvé dans un truc, je dirais pas le nom, mais c'est une petite boîte de ma ville natale, en Bourgogne. Et c'était, je pense, la semaine la plus ennuyeuse de ma vie. Moi, déjà que j'aimais pas les cours, donc je m'ennuyais terriblement. C'était la seule expérience, la seule chose que j'ai trouvée qui m'ennuyait encore plus, c'est-à-dire que j'étais à droite, tu vois, il y avait un mec à ma place là, et moi j'étais juste à sa droite pendant 7-8 heures par jour. Ah, il te montrait ce qu'il faisait. Regarder, écrire des... Non. Je regardais ce qu'il faisait, donc il me montrait même pas. Donc je me suis retrouvé pendant 7-8 heures, en plus c'était un codeur en fait, c'était pas un marketeur. Donc, je me suis retrouvé pendant 7 heures à regarder des lignes de code et à le regarder déplacer un élément de 2 cm vers la droite sur un site vitrine. Sans utiliser Shopify, sans utiliser Wix, donc vraiment à la main codage, quoi. C'était ma seule expérience et je me suis dit, mais jamais je vais faire ça, quoi. Donc voilà, c'était ma première petite anecdote professionnelle et ma seule. Et donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Manoa. Je suis le créateur de la page de l'entreprise Fortumedia, qui était qui a été assez connu depuis 2020 parce que j'étais le premier en fait à démocratiser les reels sur l'entrepreneuriat. Donc toutes les vidéos qui ont explosé d'Oussama Hamar, de Charles Gave, etc. C'était moi qui ai lancé la mode, qui les créait. Et en fait, toutes les pages motivation, peut-être que c'est un enfer pour toi de les croiser, les business motivation 34. Ah, ça va, il y en a que j'aime bien, non, franchement, il y en a que j'aime bien. Les 3/4, elles sont passées par ma formation Instagram Empire, puisqu'en fait, durant 2-3 ans, donc de 2020 à 2023, j'ai créé 20-25 infoproduits, des formations en ligne que j'ai vendues pour un total de 1,4 million de chiffre d'affaires, donc alors que j'avais 19-20 ans. Et j'ai créé une sorte d'école en ligne, c'est-à-dire que j'avais ce problème de légitimité, puisque je pouvais pas enseigner X, Y et Z si je n'avais pas eu des résultats conséquents dans ces domaines. Donc, par exemple, je sais pas, la vente d'e-books sur Amazon KDP, tout ce qui était, par exemple, lorsque c'était un petit peu la mode autour des NFT, etc. Je savais qu'il y avait des choses bien à faire, qu'il y avait beaucoup d'argent généré, mais vu que j'avais pas d'expertise sur le sujet, j'étais un petit peu bloqué, quoi. Je me suis dit, est-ce que je crée une formation où je suis pas légitime, où je suis pas expert? Est-ce que je vends de la merde finalement? Et j'étais complètement opposé à ça. Bien sûr. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir des mecs qui étaient pas infopreneurs, qui étaient pas formateurs, qui étaient pas enseignants.
Et je leur ai dit, bah écoute, toi t'as une expertise, t'as pas d'audience. Moi j'ai une audience, j'ai pas ton expertise. Donc viens, on crée une formation ensemble. On se prend une semaine, on bosse ensemble. On crée une formation, je la vends et tu prends une commission à vie sur les ventes. Et c'est comme ça que j'ai créé en fait une sorte d'école en ligne de 2021 à 2023. Ok. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans avec un business très léger en termes de complexité, c'est-à-dire une liste email, un site Podia qui est une plateforme pour vendre des formations très simplement pour ceux qui connaissent pas, et mon compte Instagram pour attirer du trafic. Pas de publicité, je montrais pas mon visage, pas de funnel, pas de système de vente, rien. Donc un business très léger qui générait en moyenne 50 000 euros par mois. Voilà. Top. Et les produits que tu as lancés, c'était donc tu as parlé vite fait NFT, tu as parlé de KDP. De KDP. Ouais. En plus, j'ai des livres sur KDP que je vends. Le business le plus passif du monde qui existe, quoi. Hein. Le KDP, alors là, tu sais même pas si t'en as vendu 10 ou 100 dans le mois. C'est vraiment top. Et t'as fait d'autres sujets? Ouais, j'ai fait plein de sujets en fait, parce que j'ai commencé déjà par des sujets où j'avais des compétences, par exemple le copywriting, l'email marketing, la plus grosse formation, la plus chère, celle qui a eu le plus de succès d'élèves, Instagram Empire, puisque c'était mon fer de lance, c'est là où j'étais le meilleur. Et oui, j'ai fait plein de petites formations. Alors j'ai fait par exemple une formation dans l'industrie du X, qui avait fait beaucoup débat. Okay. J'ai fait KDP, j'ai fait une petite formation sur l'IA il y a 8-9 mois, avec quelqu'un qui était vachement précurseur dans le domaine. Donc ouais, j'ai fait plein de petits produits. En fait, je travaillais vachement avec le marché, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai une expression que je dis souvent, c'est le marché parle. Et en fait, si tu l'écoutes assez attentivement, il te dit ce qu'il veut, quoi. Donc moi, mon boulot, c'était de trouver un petit peu toutes les tendances, un petit peu shiny objects que les gens avaient. Et en fait, pour éviter qu'ils se retrouvent à acheter des formations de merde à des arnaqueurs sur Dubaï, je me disais, bon, bah, je vais agir en premier. Donc, je trouvais un formateur compétent avec une expertise. Je me disais, viens, on bosse. On fait ça rapidement. 2 semaines, c'était bouclé. Il y avait la page de vente, la séquence mail, la formation de tournée. Et puis, comme ça permettait d'agir extrêmement rapidement, en fait. Plus ton business est souple, plus justement, tu gagnes en rapidité. Ok. Ah, très intéressant. Et puis, on le voit bien. Si on prend les 3 dernières années, tu as eu les cryptos qui ont reboomé en 2021. Donc, c'était un peu, tout le monde était là-dessus. Ensuite, il y a eu les NFT l'an dernier. Maintenant, c'est l'IA. L'an prochain, on verra bien ce que c'est. Peut-être un mix des trois. Qui sait. Puis, il y a des modes qui reviennent. Donc, top, très intéressant. J'aime pas faire tout le parcours super longuement des invités parce que je trouve que le plus important, c'est ce que tu fais maintenant, en fait, parce que, voilà, souvent, c'est un peu comme, tu sais, les groupes de musique, des années 2000 qui tout le monde va les voir encore en concert en 2023, mais tout le monde veut voir leur musique d'il y a 20 ans, alors que tous les jours ils bossent pour sortir un nouvel album qui reperce. Donc nous on va essayer de se concentrer quand même sur le présent. Mais si tu peux raconter, donc quel âge t'as aujourd'hui? T'as 22, 23? J'ai 20. 20 ans. J'ai 21. J'ai 21 on est le 25 juin. J'ai 21 dans 30. Dans 5 jours, pardon, le 30 juin. Ok, donc 21 ans, voilà, il t'est arrivé déjà pas mal enfin, t'es arrivé beaucoup de choses en peu de temps. Donc peut-être tu peux nous parler un peu des prémices, et puis après, on basculera sur voilà les différentes étapes où t'en es aujourd'hui. Ouais, carrément. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le parcours, oui, c'est bien pour planter le contexte, mais c'est pas le plus intéressant. Donc, pour résumer très rapidement, j'ai commencé très tôt au collège avec une petite chaîne YouTube et un petit serveur Minecraft. Donc, je monétisais les chaînes YouTube avec des liens de publicité. Tu vois, quand tu cliquais sur les liens de téléchargement, tu tombais sur une publicité de 5 secondes. Adfly, c'était ça. Okay. Donc, je monétisais grâce à ça. Il y avait un petit peu de monétisation YouTube sur les vues. Je vendais un petit peu de montage vidéo. Enfin voilà, je bidouillais en fait. J'avais pas de passion, j'avais pas de grands projets. Juste, moi, je voulais acheter des jeux vidéo, j'adorais ça. J'avais pas de sous. Qu'est-ce que je fais? Je me démerde pour m'en faire un petit peu en ligne, parce que j'étais pas du tout à l'aise avec l'idée d'aller bosser l'été. Enfin, je voulais pas quoi. Donc je me suis dit attends, j'ai un serveur Minecraft qui me coûte 13 balles. Comment est-ce que je fais en sorte que ça me coûte rien? Je vends des grades VIP. J'ai une chaîne YouTube qui me rapporte rien, ça pourrait me rapporter, j'active la monétisation. Et puis je monétise les liens de téléchargement. Puis je fais des petits partenariats, des petits trucs. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Donc au collège, je faisais plusieurs centaines d'euros par mois, ce qui est pas énorme aujourd'hui, ce qui est rien aujourd'hui. Mais quand t'es au collège, 100 euros, ça peut te changer la vie. Mais en plus, des fois, mes pics entre guillemets de revenus, c'était 400-500 euros. Donc quand t'es au collège, début seconde, t'es roi du pétrole en fait. C'est Squeezie d'ailleurs qui disait ça dans les interviews. C'est au début tu gagnes rien, mais vu qu'en fait tes normes elles sont ultra basses, ton rien
te paraît gigantesque en fait. Bien sûr. Du coup, au lycée, j'ai commencé à découvrir tout ce système, tout ce monde, toute cette sphère de l'entrepreneuriat, du business en ligne avec des Théophile Hélier, Olivier Roland, Antoine BM, Yomi Denzel aussi. Donc tous ces gros infopreneurs qui parlaient de ça. Et je me suis dit, mais attends, mais soit c'est une arnaque complète, ce qui est possible, une arnaque bien rodée qui prend l'ampleur, ça aurait été tout à fait possible, parce qu'en même temps, il y avait des énormes, entre guillemets, gourous qui étaient des scams. Donc, tout ce qui était MLM, etc., ça explosait et c'était du scam. Mais je me suis dit, bon, bah, c'est vrai que ça fait sens, quoi. J'écoutais des mecs parler de produits digitaux, d'attirer de l'audience, qualifier, puis de la convertir. Bah, ça faisait sens, en fait, tu vois. OK, c'était clair comme de l'eau de roche. Bon, ça n'avait pas l'air ultra facile, mais c'était simple. Du coup, je me suis intéressé à ça. J'ai lancé mes premiers business de dropshipping, des petits trucs digitaux. J'avais de la vente de faux abonnés aux dropshippers. Par exemple, je vendais des faux abonnés Instagram, etc. C'était mon tout premier business. Okay. J'avais trouvé. Ça fait longtemps que j'ai plus de messages sur Insta par rapport à ça. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, ça marche plus du tout. Ouais. Et puis les gens ont compris qu'en fait, t'as pas intérêt à acheter des abonnés puisque ça te flingue ton taux d'engagement. Donc personne ne le fait. Mais à l'époque, pour les sites de dropshipping, c'était super important. Donc j'avais trouvé un SMM, Social Media Panel, SMP, qui permettait en fait d'avoir le millier d'abonnés pour 50 centimes. Donc moi, je facturais 5 euros le millier. Donc je faisais un petit x10, quoi. Donc voilà, je faisais ça. J'ai fait de la vente de sites web qui a été mon premier vrai business qui a bien décollé à 3-4 000 euros de bénéfices par mois. Donc, je vendais des sites de dropshipping à des dropshippers sur Facebook et des sites vitrines aux e-commerce, enfin, aux artisans de ma ville. Et ensuite, j'ai commencé, en fait, à documenter tout simplement, quand j'étais en première terminale, mon parcours sur Instagram. Puisque je me suis dit, bah, il y aura forcément des gens que ça va intéresser. C'est une façon de me créer une petite audience. J'ai même pas à montrer mon visage puisque voilà, j'étais jeune à l'époque, donc forcément c'était pas un avantage que d'avoir en termes de crédibilité et tout ça. Le risque que beaucoup de gens aussi dans l'immobilier quand ils sont super jeunes, quand ils vont visiter et tout, on les prend un peu. Voilà. Voilà. Donc je me suis créé ma petite audience et ce n'est que à peu près, je dirais 6-8 mois après que j'ai sorti mon premier infoproduit qui a fait 500 euros en une journée. J'étais comme un fou, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est là où ce que beaucoup de gens gagnent, même des cadres super. Voilà. Ça, hein. Voilà. Et c'est là qu'a commencé ma transition complète et totale vers l'infoproduit. Ok. Et s'en est suivi ce que je t'ai raconté au départ avec donc l'école en ligne, etc. Yes. Ok. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'on a eu beaucoup un peu le même cheminement en mode bon, après on a eu différentes activités, mais quand t'es sur Internet, au début tu regardes un peu tout. T'essayes un peu tout, et puis après, tu vois ce qui te convient, tu vois ce qui fait vraiment de l'argent ou pas. C'est vrai que dans l'immobilier, c'est pareil. Les gens qui gagnent de l'argent avec du MLM, personne n'en connaît. Des gens qui gagnent de l'argent avec de l'immobilier, il y en a plein qui en connaissent. C'est moi le premier. Ouais. Donc, c'est vrai qu'au début, ça prend un peu la même place sur Internet. Tu vois un peu tous ces différents business qui peuvent exister. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte de ce qui marche ou ce qui marche pas. Typiquement, t'écris un livre sur Amazon, t'as zéro risque, quoi. Une fois que tu l'as mis, truc qui se vend et ça rapporte de l'argent. Il y a pas moyen de perdre de l'argent en fait là-dessus, si ce n'est peut-être au départ faire la couverture, relire et tout ça. Donc voilà, il y a des business qui marchent et des business qui marchent pas, mais quand tu t'intéresses, forcément au départ t'as la grosse vision de tout ce qui peut exister, un peu tout cet écosystème, et tu te rends pas bien compte si les gens ils gagnent de l'argent en faisant l'activité ou avec de l'affiliation, vendant, tout ça. Ok, top. Et donc aujourd'hui, t'as plus que 2 programmes, c'est ça? Alors oui, officiellement j'en ai 2. Je mets l'accent sur un qui rapporte 95% du chiffre d'affaires et le produit en question, c'est Only Cash, qui est une formation extrêmement controversée qui permet en fait aux gens d'apprendre à créer leur agence de management, de modèle de charme sur OnlyFans. Donc forcément peut-être que ton audience là va être, alors je ne connais pas exactement le persona entre guillemets de ton audience. Il y en a beaucoup qui vont être choqués et qui vont crier que voilà, c'est immoral, c'est horrible, etc. Et j'avais la même réaction en fait quand j'ai appris l'existence de ce business. Je me suis dit mais c'est du proxénétisme en ligne, quoi, c'est horrible. Et c'est naturel de penser ça au départ. Et en fait, quand on s'y intéresse de plus près, c'est absolument pas ça. Ok, donc pour ceux qui connaîtraient pas OnlyFans, et faites pas semblant, donc c'est en gros t'as accès à des médias, c'est un peu, si je résume bien, c'est un peu un Instagram payant, mais où les contenus souvent sont beaucoup plus dénudés et tu peux aussi acheter tu
tu peux acheter des produits, des prestations spécifiques, non? Enfin, bon, tout est digital, on est d'accord, hein, tout est digital. Exactement. Il y a pas de rencontre, il y a pas de, voilà, c'est pas de la mise en relation physique entre personnes, mais ouais, tu peux, à la base, c'était fait pour écrire, t'es fan de quelqu'un, tu peux lui écrire. Il s'avère que ça a pris quand même à la base, je pense que c'était pour écrire à tes musiciens, ton peintre ou que sais-je. Puis après, ça a pris une... En fait, c'était un Patreon initialement. Ouais. C'est-à-dire que c'était pour permettre aux artistes, aux créateurs de contenu de monétiser un contenu un peu plus exclusif. Donc un contenu qui n'était pas posté publiquement, sauf que les CGU, les CGV étaient extrêmement light, que c'était aux US, donc pas beaucoup de restrictions là-dessus, etc. Et ça s'est très rapidement transformé en un Instagram payant, comme tu l'as très bien dit, où beaucoup pensent que c'est juste un abonnement à 10 € par mois. Sauf qu'en fait, le vrai chiffre d'affaires, le gros des revenus se passe derrière, là où personne ne va, en fait, parce que tout le monde s'attarde à ce qu'il y a devant, la devanture, à la vitrine. Et en fait, effectivement, comme tu l'as très bien souligné, on peut vendre des médias privés, des photos personnalisées, des vidéos personnalisées, etc. Ok. En fait, c'est toujours les 20%. On dit dans le business en ligne, tout à fait. T'as 20% qui est prêt à payer beaucoup plus cher que ce que t'as proposé. Et après, sur ces 20%, t'as de nouveau, donc ça fait plus que 4% qui sont prêts à payer encore plus cher. Et ouais, donc c'est toute la stratégie. En fait, c'est un peu le même modèle que t'appliques à différents médias. Tu peux le faire. C'est un tunnel de vente. Ouais, voilà, c'est un tunnel de vente. Sauf que souvent les modèles ils ont meilleure mine que nous deux. Ouais, bien sûr, forcément. C'est aussi pour ça que l'industrie adulte est extrêmement dure envers les hommes. Et c'est aussi une façon, en fait, tu vois, l'industrie du X, elle rémunère très mal les hommes qui sont acteurs de ce marché. Et là, c'est une façon, effectivement, de se réapproprier un peu la chose, tout en permettant au modèle de gagner plus. Ouais, parce que, mine de rien, parce que j'ai regardé, en fait, comment je t'ai connu, j'écoute tes podcasts où j'en ai écouté beaucoup. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, là, quand j'ai repréparé, j'ai vu qu'ils me le mettaient plus trop en avant sur mon appli de podcast, mais j'ai écouté beaucoup de podcasts à toi. Donc, j'avais écouté ça. Il y a eu d'autres youtubeurs avant ou après, je sais plus qui en ont parlé. Donc, je m'étais un peu intéressé au business model et c'est vrai que tu vois les actrices, surtout, c'était largement moins de 1 000 € qu'on est payé pour une scène, visiblement. Alors, il n'y a pas que des actrices, il n'y a pas que des actrices de films pour adultes, mais alors que quand ça marche bien, aux US, j'avais vu une fille, elle a gagné, je crois, $1 million en 24 heures ou un truc comme ça. Enfin. Ouais, c'est Corinna. C'est Corinna, ouais. Et moi, j'adore les vidéos aussi. Tu sais, le gars qui filme je sais plus comment il s'appelle. Daniel. Ouais, voilà. Daniel Mac. Il filme les gens et dit, what? I like your car. What do you do for a living? Et puis, quand tu vois une fille de 25 ans qui roule dans une Porsche Turbo, un Rolls-Royce, en général, elle est pas biologiste ou ou banquière, ouais. Donc voilà, non, très intéressant. Et donc en fait, ce qui est dans ce modèle, ce qui est bien, si j'ai bien compris le modèle, c'est que tout le monde est gagnant. En fait, les perdants entre guillemets, ils sont pas vraiment perdants, c'est les plateformes. En fait, quand tu gères un compte OnlyFans, en fait, c'est pris le coût de gestion, il est pris sur la marge du site, non? C'est comme ça que j'ai compris. Ça dépend. Alors effectivement, ce qui est pris faut savoir qu'en fait, OnlyFans et les autres plateformes, comment elles se rémunèrent, elles prennent une commission, une marge de 20%, ou ça peut aller jusqu'à 25% selon ce qui est vendu, mais elles prennent entre 20 et 25% de tout ce qui transite de par la plateforme. C'est-à-dire que si tu payes un abonnement OnlyFans à 10 balles, elles prennent 2 €. Voilà, c'est comme ça. C'est comme Apple, en fait. Quand tu... Voilà, exactement. Apple prend en fait, c'est très simple, tu vois. C'est-à-dire que, la plateforme est gratuite, mais par contre, dès qu'il y a un paiement qui est effectué sur leur site, ils prennent leur part, ce qui est très juste. Et donc, en fait, il y a 2 manières de se rémunérer, pour les jeunes entrepreneurs, par exemple, qu'on a dans la formation. La première, c'est l'affiliation. C'est-à-dire, une fille qui veut se lancer sur une plateforme comme OnlyFans, elle veut s'inscrire et elle passe via notre lien d'affiliation. Et là, on va toucher entre 5 et 10% de ses revenus qui seront pris sur la marge que prend la plateforme. Donc, pour elle, en fait, ça ne change rien. Okay. Et ce qui est normal, parce qu'en fait, quand tu l'as fait s'inscrire, tu as juste un rôle d'apporteur d'affaires. Tu lui permets pas de gagner plus à la modèle. Donc, c'est normal que tu ne lui factures rien. Et ensuite, là où, et c'est ce qu'on apprend à faire dans le programme, là où nous, on apporte une vraie plus-value, c'est en tant que manager, où on va facturer 20, 25, 30% des revenus générés par la modèle, mais en fait, on va lui réduire sa charge de travail par 2 voire 3 et lui augmenter ses revenus par 2 voire 3.
Okay. Comment on fait? Eh ben, en fait, on va, par exemple, lui dire exactement quel TikTok créer, sur quelle tendance bondir, quelle vidéo mettre en public, quelle vidéo mettre en privé, quelle story mettre pour convertir les gens vers OnlyFans, comment se déclarer, quel média privé vendre, avec quel message d'accroche. C'est du copywriting, en fait. Donc, il y a une vraie plus-value qu'à apporter, en fait. C'est pour ça que ça me gare un peu quand les gens disent que c'est du proxénétisme. Bon, déjà, légalement, c'est faux, tu vois. C'est-à-dire que c'est de l'affiliation sur de la vente de contenu privé. Légalement, factuellement, c'est ça. Et aussi, c'est-à-dire que lorsque la modèle n'a pas d'agence, elle gagne moins, et deux, elle travaille 3 fois plus. Ouais, c'est qu'on pourrait voir un peu entre, c'est comme un peu même le rôle d'une maison de disques, par exemple, pour un artiste, quoi. Ça peut être un peu de la même façon. Ok. Non, intéressant. Et je suppose que c'est pas des francophones. Mine de rien, là, tout ce qui est IA, là, on en parlait avant. Moi, je m'en sers à fond de l'IA, notamment j'ai des Airbnb pour parler, surtout que j'ai étudié. Mon niveau d'allemand est plus que moyen, du coup, je m'en sers à fond. J'ai beaucoup de voyageurs allemands, donc je peux leur rédiger des textes. Et vu que je comprends quand même l'allemand, je peux le relire rapidement. Mais je suppose que les modèles, elles sont pas toutes en France que vous trouvez. Donc, est-ce que vous servez de ça? Est-ce que tu as tendance à... C'est une question peut-être un peu précise, mais est-ce que les clients, tu leur écris en anglais, par exemple, si je sais pas, c'est une Slovaque ou une Hongroise? J'étais en Hongrie là avec une équipe, je sais, on m'en a parlé pas mal de cette industrie de là-bas. Ou est-ce que tu vois, t'écris directement au client dans sa langue ou dans la langue du modèle? Ça dépend. En fait, ça dépend parce qu'une modèle française, très souvent 98% de son audience est française. Donc là, en fait, on va lui répondre en français, etc. Ensuite, ce qu'on fait en fait, c'est qu'une agence, il y a plusieurs personnes qui bossent dedans. T'as par exemple donc le manager qui a plus être sur l'aspect stratégie, global, acquisition, tunnel de vente entre guillemets. Et t'as les mecs en interne qui sont les chatters qui en fait répondent aux fans, aux clients à la place de la modèle. Et les chatters, oui, c'est super important que soit ils aient une bonne maîtrise de la langue, soit ils peuvent utiliser une IA ou Google Traduction pour répondre, soit, et c'est tout à fait possible aussi, les chatters donc justement vont utiliser soit l'IA, soit être natif du pays en question. Donc ouais, en fait, on s'adapte un petit peu. Il y a des modèles françaises, il y a des modèles européennes, il y a des modèles américaines, et on s'adapte en fonction. Mais tu vois, lorsqu'on travaille avec une modèle, imaginons allemande, on va prendre des chatters allemands, on va prendre un manager allemand pour qu'ils connaissent les tendances TikTok du pays, etc. En fait, c'est super important qu'il y ait de la cohérence entre guillemets dans l'équipe. Comme vous pouvez le voir, petit souci technique, mais on est tout de suite de retour avec Manon. Non, ouais, du coup, on en était donc on va reprendre une petite coupure technique. Donc on en était les chatters. Donc tu vas prendre les chatters forcément du pays local et pour connaître aussi les tendances réseau. Parce qu'en fait, le business model, je suppose, c'est être sur les réseaux sociaux, que le modèle elle soit sur les réseaux sociaux, ensuite qu'elle renvoie sur son OnlyFans. C'est ça la technique, quoi. Et ensuite, ouais, c'est ça. En fait, le but, en fait, c'est vraiment comme si tu avais un produit, quoi. C'est-à-dire, tu vas créer du contenu d'acquisition qualifié, donc des gens qui vont être intéressés par ton produit. Alors là, c'est parler de manière extrêmement brute, mais voilà, c'est expliqué simplement. C'est que le produit, oui, ce sont les photos de la modèle. C'est factuel, tu vois. Ça va peut-être en effrayer et en choquer certains, mais c'est comme ça, quoi. Et donc c'est ça, en fait. On va bondir sur les tendances, on va conseiller au modèle de faire les petites danses, les petites trends, etc. Ensuite, ils vont arriver sur son TikTok, son Instagram, et là, soit tu balances le trafic sur un Linktree, tu sais, le multi-lien en bio, je connais. Soit sur un Telegram, parce qu'il faut absolument pas, en fait, que tu mettes un lien OnlyFans en story, en bio sur ton TikTok, sinon le compte saute immédiatement. Okay. Donc, il faut en fait bâtir ce qu'on appelle un bridge, un pont de sécurité entre guillemets, une sorte de patte blanche qui va faire office de zone tampon entre l'acquisition et la conversion. Parce qu'en fait, Instagram ne peut pas traquer que dans le Linktree, il y a un OnlyFans, etc. Ou alors, je pense qu'ils peuvent traquer, mais en tout cas, ils sont OK avec ça. Ils l'acceptent pour l'instant. Ouais. Et tu pourrais me dire parce qu'en fait, c'est marrant. Une fois, j'ai un peu analysé justement le business d'une nana qui faisait ça sur Insta. Et c'était une Française. Et du coup, j'ai vu, parce que quand t'es un peu dans ce monde des contenus, tu regardes un peu tout ce qui se fait. Et j'ai vu qu'elle avait 60 000 personnes sur un Telegram, ce qui est quand même en français, ce qui est quand même assez impressionnant, hein, je pense. T'as une idée du taux de conversion, voilà, sur ces 60 000 personnes, combien tu peux espérer qu'ils vont abonner? Je crois que je vois de qui tu parles en plus. Ouais. Alors, ça dépend vraiment de la manière dont c'est acquis. Tu vois, déjà, faut savoir si c'est des vrais ou des faux, parce qu'il y en a qui gonflent artificiellement le nombre d'abonnés pour créer une fausse hype, en fait.
Après, nous, on a déjà vu des modèles qui, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, avaient entre 30 et 40K sur Instagram et qui faisaient des mois à 50 000. Euros. Enfin, ou dollars. Ok. Non, euros. Ouais. Donc, en plus, le Telegram, ça peut être vraiment violent en termes de marketing. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas de limite. Tu peux vraiment y aller très, très fort. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Bah, tu vois, c'est comme... Tu peux mettre des liens cliquables et tout. Enfin, Ouais, tu peux, en plus, surtout que, bah voilà, OnlyFans, c'est pas une app, c'est un site web, donc il faut que les gens se connectent, etc. C'est chiant. Alors que là, tu peux directement envoyer un message sur Telegram et ça arrive dans les notifications du mec sur son téléphone directement. Donc ça permet d'avoir un point de contact direct. Bien sûr, c'est ça. En fait, c'est exactement, pour ceux qui sont un petit peu expérimentés en marketing, c'est exactement comme nous, les marketeurs, les infopreneurs, qui allons utiliser des listes email. Le but, c'est d'avoir le maximum de points de contact différents avec l'audience. Des points de contact directs. Tu sais, on dit souvent qu'il faut avoir une audience qui nous appartient. Tu vois, mon compte Instagram, j'ai au total, je dois avoir 340 000 abonnés si on combine mes deux comptes. L'audience, oui, elle est là pour moi, mais elle ne m'appartient pas. Si demain Instagram dit tu sautes, je peux gueuler tant que je veux, je saute. Par contre, ma liste email, mon Telegram, c'est de l'audience qui m'appartient à 100%. Ok, ouais, très très intéressant. Ok, donc ça on a vu. En fait aussi, pourquoi je t'ai invité, parce que j'ai eu une invitée il y a pas très longtemps qui s'était fait, qui était passé par tes services de coaching ou de ton équipe. Je voulais savoir si t'avais des petits, t'es pas obligé de citer des noms, mais voilà des parcours d'élèves qui ont bien réussi, d'où ils sont partis, où est-ce que vous les avez emmenés, pour un peu illustrer. Voilà, si demain j'ai 18 ans, je veux faire, ou 20 ans ou 40 ans, et je veux faire, j'ai bien compris le business OnlyFans, mais si je veux faire autre chose, ou qu'est-ce qui pourrait, quels sont les parcours? Nous déjà, on a deux types de profils entre guillemets de clients. On a ceux qui ont déjà une activité et qui tournent bien, tu vois, entre je dirais 3 000 et 10 000 euros par mois de profit. Et ces profils-là, justement, on va plutôt les inviter à venir au séminaire. On va les inviter, à rejoindre des accompagnements où on va vraiment faire du cas par cas, du personnalisé. Et là, en fait, c'est j'injecte entre guillemets mon savoir, mon expertise dans leur business et je le pilote entre guillemets comme si c'était les miens. Donc ces accompagnements, des événements, des séminaires qui sont chers, ça commence à 5 000 euros. Enfin, ça commence à 3 000 euros, mais généralement ça commence à 5 et ça peut aller jusqu'à du 20 000, 25 000. Donc on a des profils comme Lena Gas, on a des profils comme Candy John qu'on connaît bien sur le dans la vie des investisseurs. Je pense Tony que ça doit être qui en a parlé assez souvent de Une vie de liberté. Voilà, il a bien fait connaître Lena du monde des par exemple, Lena, c'est exactement ça. C'était pour le séminaire, etc. Donc, c'est des gens qui ont souvent un business de coaching, de consulting, d'infopreneuriat ou de prestation de services, ce qui est le cas de Lena, par exemple, et qui bloquent. Tu vois, par exemple, Lena, elle bloquait à 3 000 euros par mois avec ses services de prestation de services, de création de business à 360 degrés. Et elle travaillait 40, 45 heures par semaine, etc. Elle galérait à augmenter ses revenus. Elle n'arrivait pas à passer ce palier symbolique des 3-4K par mois. Elle est venue au séminaire. Un mois après, elle était à 12 000, typiquement. Et elle le dit elle-même, d'ailleurs. On a une petite vidéo de Lena qui le dit, c'est qu'en fait, c'est vraiment, je pense, un truc qui permet de débloquer tes résultats et de défoncer tes plafonds de verre que d'être entouré par des entrepreneurs pendant 5, 6, 7 jours qui font tous plus que toi, ou certains moins, mais qui ont forcément des techniques, des méthodes, des retours d'expérience qui sont complémentaires aux tiennes. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Tu vois, pendant le séminaire, on a un atelier qui s'appelle le cerveau collectif, où tu vois un petit peu les alcooliques anonymes, le truc où tu te présentes, tu parles, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que tu arrives, tu dis voilà, bonjour, je m'appelle comme si, je fais ça comme activité, j'ai tel problème, je veux faire ça, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et t'as 20, 25, 30 entrepreneurs qui sont là pendant 1 heure pour toi, qui vont dire, là, ça va pas. Là, ça va pas. Ça, tu pourrais faire ça. Moi, je ferais ça à ta place. Est-ce que t'as déjà essayé de faire ça? Etc. Donc voilà, on a ce profil-là. Des gens qui tournent déjà bien, mais qui sont bloqués, soit parce qu'ils ont un blocage mental, soit parce que ils ont pas les bonnes infos, soit parce qu'ils ont une méthode qui est erronée, qui est dépassée, ou qui est tout simplement plus la bonne ou pas la bonne du tout. Et on a le profil de gens qui me découvrent ou nous découvrent, que ce soit moi, mes collaborateurs, etc., et qui sont en mode, moi, je suis dans un salariat que j'aime pas, je veux dire bye bye patron, je suis dans des études que je déteste, j'ai pas envie de continuer ni de faire un salariat après. Qu'est-ce que vous me proposez? Et là, en fait, c'était l'intérêt de l'école, puis aujourd'hui de la formation OnlyFans, c'est qu'en fait, on propose
différentes manières de devenir libre financièrement. La plus commune étant OnlyFans, mais il y en a qui ont un véritable problème avec ça, ce que je comprends tout à fait, ce que je respecte. Et donc, très souvent, moi, j'ai une offre qui s'appelle le business clé en main, qui est assez cher. Voilà, c'est pas 1 000 euros, c'est pas 2 000 euros, c'est plutôt, ça commence aux alentours, des 10 000, où en fait, je te donne littéralement un business plan sur mesure que je construis avec toi et on va chercher le résultat. Et si tu l'atteins pas, t'es remboursé. Donc voilà. Mais j'ai arrêté en tout cas de faire des petits infoproduits avec des petits shiny objects qui sont valables, tu vois. Les shiny objects, c'est pas un terme péjoratif que j'utilise. Tu peux très bien avoir une FOMO pour une opportunité qui est vraiment une bonne opportunité qui va marcher. Je te parle pas du trading ou de toutes ces merdes. Hein. Je te parle des actions business, des options binaires. Voilà. Mais j'ai arrêté parce que déjà ça floute ton positionnement en tant que marketeur quand tu as plein de formations, même si c'est pas toi qui les crée. C'est pas clair dans l'esprit des gens ce que tu fais exactement. Et surtout, en fait, les clients qui payent le moins cher sont toujours les plus chiants. Je pense que tu pourras confirmer ça. Même, tu m'as dit que tu avais un Airbnb ou plusieurs. Voilà. Très connu sur les Airbnb. Voilà. Ceux qui prennent une nuit, ils vont te casser les couilles parce qu'en fait, la douche, faut tourner et puis c'est un peu complexe. Et puis la poignée, on sent qu'elle est un peu fébrile. On s'en fout, tu vois. Et le mec qui va réserver 2 semaines, il va dire, super, il va te laisser 5 étoiles, etc. Donc moi, j'ai arrêté et mes prix commencent à 1K. Je fais plus en dessous. Ok. Quitte à perdre des ventes, tu vois, mais ça fait c'est trop chiant, c'est trop de charge mentale. Ok. Non, c'est un bon point et c'est un vrai point que, pour le coup, pour les Airbnb qu'on discute souvent, c'est est-ce qu'il faut remplir à 100% coûte que coûte ou est-ce qu'il faut, monter tes prix, quitte à faire du 50, 60%. À la fin, tu sauras jamais revenir en arrière et savoir combien t'aurais vendu ou pas. Mais tu vois que en fonction de, justement, t'as une charge mentale qui est complètement différente si t'es tout le temps plein. Et les gens qui ont souvent, pas tous, mais qui ont pas d'argent, ils sont pas bien adaptés en fait souvent ou ceux qui vont toujours chercher le moins cher. Ça peut être des gens qui ont de l'argent mais qui vont toujours chercher à payer moins cher. Et ils vont te faire des problèmes quoi. C'est souvent ça. Typiquement si t'as un appartement pour 2, quelqu'un te dit je peux venir à 3, là il faut dire non. Déjà ça va pas. Et puis en plus tu sais que c'est des gens qui vont te gratter sur tout et puis qui après vont demander un remboursement pour un truc qui allait pas ou que sais-je. Ah ouais, donc c'est très intéressant. Après, ça, tu peux le faire que au bout d'un moment dans ton business, quoi. C'est un peu, tu vois, si on prend Facebook, au début sur Facebook, tu pouvais faire des pubs sur tout ce que tu voulais, trading, enfin tous les trucs puants, dropshipping et tout ça. T'avais des pubs sur tout. Puis après, au fur et à mesure que leur audience a grandi, qu'ils ont commencé à gagner de l'argent, ils ont écrémé et puis tu pouvais faire des pubs de moins en moins. En fait, tu dois faire. Tu dois faire des concessions pour ton MVB, tu vois, le minimum viable business. C'est-à-dire qu'au départ, t'as pas envie d'avoir ce gros client casse-couille et qui te paye pas tant que ça. Mais en fait, ce gros client casse-couille qui te paye pas tant que ça, il va te permettre d'en avoir un deuxième qui paye plus cher et qui est un peu moins chiant, puis un troisième, etc. Donc au début, faire des concessions, tu vois. Et moi, ça me gave le fait que pas mal de gens en fait soient pas prêts à se salir les mains un petit peu. Se salir les mains sans rien faire de pas éthique ou de pas moral ou de pas légal. Hein. Je te parle de salir les mains, juste mettre les mains dans le cambouis. Parce que au début, tu vois, moi j'ai... Ouais, c'est ça. Il y a plein de gens qui font mais tu vois, c'est en ce moment, OnlyFans, c'est pas ma passion. Mais mec, moi j'ai commencé en vendant des sites web. Je me disais pas, putain, je vais passer 5-6 heures là à faire un pauvre site vitrine que j'ai pas envie de faire sur les pots de fleurs. Waouh, ça m'excite à fond, quoi. Non, mais juste, voilà, tu veux être libre financièrement, t'assumes. Oui, tu travailles. Enfin, si tu veux de la passion, tu sors, tu vas jouer au foot. Tu vois, tu fais pas ça. Tu peux très bien vivre pleinement ta passion à côté du. Oui, mais business, bien sûr que l'investissement, conjuguer les deux, c'est s'amuser, c'est cool, mais. Ouais. Conjuguer les deux, c'est se mettre beaucoup trop de contraintes, en fait. Ouais, c'est ça. Et de concurrence. Si t'as un boulot. Si aujourd'hui t'es plombier ou tu nettoies les fosses septiques ou quoi, je suis sûr que tu peux super bien gagner ta vie, ça excite personne, mais il y a de l'argent à se faire parce que t'as pas de concurrence. Si tu veux faire des pubs pour Chanel, et que t'as 22 ans, que tu sors d'école, crois-moi que tu vas pas en vivre super bien, quoi, parce que il y a trop de concurrence, ils savent que les gens. Mais parce qu'en fait, les gens ont vraiment une haute opinion d'eux-mêmes, que ce soit de leur opinion, de leurs valeurs, etc. Et ça, c'est un truc d'ailleurs qui est très français. C'est en fait, les gens ne se sentent plus alors qu'ils n'ont rien fait pour le mériter. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont en mode
non mais ça vaut pas mon temps, je vaux mieux que ça. Mais mec, tu vaux rien, tu fais moins 300 euros par mois, tu vois, parce qu'en fait ils dépensent juste de l'argent, donc en fait, ils sont en négatif dans leurs revenus, tu vois. C'est des mecs qui ont jamais rien accompli, qui ont pas forcément de relations épanouies, leurs amis ils sont potes avec eux par défaut, ils ont des études, un salaire qui leur plaît pas trop et qui leur permet à peine de survivre, et c'est des mecs qui vont faire non ça vaut pas mon attention. Mais mec, ton attention elle est négative. Tu vois, on fait bien le parallèle avec l'immobilier, c'est exactement ça. Ah ouais, non, mais moi, je veux pas de locataire, je veux pas m'occuper de ça et tout. Ouais, mais tu fais quoi de mieux que ça, en fait? C'est quoi dans ta vie que tu fais mieux que ça? Et voilà, pourquoi tu peux pas t'occuper d'un locataire, voilà. Alors que si un pote, il te demande de déménager ou de l'aider dans le jardin ou un mec que tu connais vite fait, là, tu vas y aller, mais quand c'est pour gagner 500 ou 1000 euros par mois et on va t'appeler une fois par an, là, tu peux pas le faire, quoi. Donc, c'est très intéressant. Il y a un dernier point que je voulais voir avec toi, c'était justement dans tout ce qui est ces business en ligne. Comment, que ce soit pour toi ou pour tes élèves ou tes coachés, comment tu fais pour savoir s'ils doivent s'accrocher dans un business, typiquement quand ils ont des blocages, parce qu'il y a des business qui sont mieux nés que d'autres, tu vois. Typiquement, je parlais avant avec quelqu'un qui importe des meubles et qui les revend. Il m'a dit entre la marge brute et ce qui te reste à la fin, c'est très faible, tu vois. Et en fait, c'est un business, même si tu deviens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros, le business, il est comme ça, en fait. Tu peux pas vendre 5 fois plus cher non plus, quoi. Donc, comment tu t'identifierais, voilà, un business qui marche pas parce que c'est le business qui est mal choisi, ou alors il va plafonner là-dedans, il faut peut-être passer un peu moins de temps, mais peut-être le garder quand même comme support enfin, tu vois, entre constance, détermination, et puis à un moment, faut arrêter de se focaliser, puis peut-être changer d'axe ou changer de clientèle. Déjà, je trouve qu'il y a vraiment une partie dont personne ne parle parce que c'est pas vraiment explicable, mais il y a aussi beaucoup d'instinct. Enfin, je pense que l'instinct, c'est un truc qui est extrêmement sous-estimé puisqu'en fait, c'est ton cerveau, c'est ton inconscient qui fait le taf, tu vois. Par exemple, c'était déjà arrivé, je pense, de voir quelqu'un et te dire, je le sens pas. Et il y a plein de gens qui vont te dire, oh, c'est l'énergie, c'est machin. Moi, je suis pas très spirituel. Je suis plus en mode, bon, bah, en fait, ton cerveau, tu sais, il y a un côté génétique, c'est-à-dire que tu as une sorte de mémoire génétique, tu vois, quand tu vois un truc derrière toi, tu as peur instinctivement. Alors qu'il t'est jamais rien arrivé par derrière, tu vois, t'as jamais été agressé ou quoi que ce soit, mais c'est juste en fait que ton cerveau reptilien, ça fait des milliers d'années qu'il apprend que derrière un truc que tu vois pas, ça peut être un danger. Donc t'as ça déjà, et t'as aussi ton cerveau qui a analysé depuis tes X années d'existence que les mecs ont plutôt tel caractère, qui se comportent plutôt comme ça, qui parlent de cette manière. Très souvent, ils ont tendance à être des arnaqueurs ou des mecs enfin, assez nocifs pour toi, etc. Donc moi, je trouve que l'instinct, c'est une bonne chose, parce que quand ça fait 5 ans que tu bosses dans l'entrepreneuriat ou que tu t'y intéresses, bah déjà, tu as une sorte d'instinct naturel. C'est-à-dire que tu as tellement vu de choses, ton cerveau a tellement analysé de trucs différents, tu as tellement emmagasiné d'informations, de retours, d'expériences, d'AB tests, etc., que ton instinct va faire le taf. Donc déjà, tu as la partie instinct, et de deux, tu as la partie extrêmement rationnelle de, bon bah, est-ce qu'il y a des concurrents qui marchent bien? Est-ce que ces concurrents, ils ont un avantage compétitif déloyal et irrattrapable ou pas? Est-ce que la personne qui est en train de lancer ce business, qui arrive pas trop, ça capote un peu, ça marche pas trop bien, est-ce qu'elle est capable d'atteindre entre guillemets un niveau suffisant pour avoir des résultats convenables? En fait, c'est vraiment des questions très rationnelles, quoi. C'est est-ce que le mec est en train de réinventer la roue parce qu'il veut créer une start-up de parapluies lumineux connectés, ou est-ce qu'il veut créer un service qui, oui, il y a une demande, oui, il y a une demande prouvée, oui, il y a des concurrents qui marchent bien, etc. Donc moi, c'est vraiment juste beaucoup d'analyse, un mélange d'instinct qui se développe au fur et à mesure du temps naturellement, et un mélange de méthodologie très simple en fait. Est-ce qu'il y a de la concurrence qui marche bien? Est-ce que la personne elle a les moyens, les ressources intellectuelles, mentales, de capital, de connexion pour le faire ou pas? Très intéressant. Et tu vois, on peut faire le parallèle avec l'immobilier. Parfois, tu rentres dans un appart, tu sais que c'est mort, ou même dans un immeuble, tu sais qu'il faut pas y aller. Et il y en a d'autres que j'ai acheté un peu en 2 secondes et c'était vraiment des bons choix. Mais voilà, c'est pas de l'énergie ou machin. C'est juste, en fait, ton cerveau emmagasine des informations et il est capable directement d'avoir une conclusion très rapidement. Voilà ce qu'on dit. C'est comme si je sais plus dans quel livre j'avais lu ça, un pompier qui s'en va juste avant que le toit il tombe. C'est pas vrai. Enfin, c'est de l'instinct, mais c'est pas qu'il a senti un 6e sens ou quoi. C'est juste qu'il a été dans plein de feux, qu'il a vu plein de situations où le toit il tombe et qu'en fait. Voilà, en fait, son cerveau a analysé l'état des poutres, il voit le feu, à quel stade il en est, etc. Voilà, enfin, c'est l'instinct, c'est juste une addition, en fait, de tous tes sens et de tous tes neurones qui se connectent et qui travaillent, quoi. Ok, donc ça, c'est top. Et après, sur l'autre business, ben voilà, c'est,
la partie est-ce que des gens gagnent de l'argent, c'est sûr que c'est, comme tu disais, un peu la suffisance des gens alors qu'ils ont rien fait. Il y en a plein, ils veulent tout réinventer, mais en fait, ça sert à rien de réinventer. Souvent, s'il y a un truc qui n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas d'argent à faire. Ou, tu vois, en fait, c'est-à-dire que la probabilité que tu aies l'idée que personne n'a eu, donc la bonne idée, évidemment, que personne n'a eu, elle est extrêmement faible. Et les probabilités que si tu as eu cette idée, si tu as eu la bonne idée que personne n'a eu, etc., les probabilités que tu aies les ressources mentales, intellectuelles, en termes de capital, de relations, de compétences, pour la mener à bien, pour la concrétiser, cette idée, alors les probabilités, c'est 0,0001%. Moi, c'est un truc que j'utilise en appel pour savoir si je travaille avec la personne ou pas. C'est sa capacité de remise en question, son humilité intellectuelle, quoi. Et moi, une fois, j'ai détesté ça. Je faisais des calls de qualification pour l'accompagnement, et un mec, du coup, était intéressé pour un accompagnement plus le séminaire. Et donc, on commence à discuter. Il me parle de son parcours. Bon, jusque-là, je me dis, OK, le mec a l'air sensé. Et d'un coup, je vois qu'il dévie la conversation sur sa start-up, son machin. Et en fait, j'ai compris qu'il essayait de me pitcher, qu'il n'était pas du tout intéressé par ce que je proposais. Donc déjà, j'appréciais pas trop la démarche. Tu vois, tu me proposes directement, tu fais pas genre, voilà. Et surtout que à aucun moment il se remettait en question, quoi. Il était en mode ouais, je sais même plus ce que c'était, mais c'est un truc de merde. Et il était en mode ouais, j'ai la bonne idée. Personne n'y a pensé. En plus, il y a moyen que le fils, le cousin du fils de Bernard Arnault, il investisse. Enfin, tu sais, et tu le sens, en fait. Pareil, c'est pas de l'instinct, c'est juste que ce type de profil, tu l'as tellement vu. L'année 1, c'est un génie qui va devenir multimilliardaire. 3 ans après, pardon, il est de retour à Leclerc. Tu vois, enfin, c'est comme ça, c'est la vie, hein, mais c'est mérité. Yes. Ok. Ah bah top. Est-ce que tu vois, là on a parlé du OnlyFans. J'aime pas dire si tu repartais de zéro et tout, mais justement parce que ta vie elle a changé, le business il a changé, surtout le business en ligne en 4-5 ans. Si voilà, t'avais 18 ans ou 10, t'as pu ouvrir des sociétés en étant mineur, ça se fait. Je sais pas si le statut est encore actif, mais à 16 ans, donc en 2018-2019, il y avait la micro-entreprise, l'EIRL, qui était possible en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais qui était possible pour des mineurs non émancipés avec l'accord des parents. Ok. Et donc ouais, si t'avais 18, allez on va dire 18 ans, ça c'est plus simple, que tu devais te lancer, peu importe le sujet, mais comment tu procéderais en fait? Déjà étape par étape, tu créerais du contenu, tu essaierais de te trouver une ligne directrice, tu essaierais de te trouver un mentor, tu essaierais de te trouver un groupe, voilà, comment de jour 1 à jour 30, on va dire. Alors je vais te faire une réponse honnête, pas en prêchant pour ma paroisse, en mode OnlyFans. Sincèrement, ça rejoint le fait de prêcher pour ma paroisse, évidemment, parce que sinon je le ferais pas. Mais je trouverais déjà un moyen rapide de me faire un cash flow de 3-4K par mois. Là, je prêche pour OnlyFans, mais si on est tout à fait transparent, évidemment, il y a plein d'autres manières de le faire. Pour moi, je pense que OF, c'est la plus simple et rapide, mais il y a, tu vois, que ce soit prestation de service, etc. Je trouverais un moyen donc, de me faire 2, 3, 4K par mois. Je documenterais ce que je ferais sur Instagram, sur TikTok, etc., pour me créer une audience, pour me créer de la visibilité, de la notoriété, pour me créer un petit peu de relations de réseau, devenir un petit peu important, que ce soit sur, je pense que je ferais un trio LinkedIn, Insta, TikTok. Ça demande du temps, mais le retour sur investissement d'un personal branding est tel que ça vaut le coup. Et j'essaierai donc de me créer un réseau en allant à des événements, en parlant à des gens, en me créant une audience, en follow, etc. Et une fois que j'ai scalé un petit peu mon cash flow, je pense au bout de, je sais pas, 1 ou 2 ans et que je suis facile à 10K par mois, là, je m'intéresse à du SaaS. Je pense que le SaaS, c'est vraiment sous-estimé. Donc ça, c'est les services IT par abonnement. Ouais, c'est ça. C'est software as a service. C'est en gros des logiciels en ligne à abonnement très souvent, ouais. Parce que c'est des business qui se valorisent vachement. Et en fait, tous les mecs qui sont blindés, pour la plupart, en tout cas dans les new rich, c'est-à-dire les mecs qui sont devenus riches dans les 20 dernières années, c'est des mecs en fait qui ont vendu des logiciels ou des plateformes. Et en fait, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est juste que ça demande du capital. Et c'est pour ça que je dis justement de développer du cash flow avant. C'est pour pouvoir investir, avoir les ressources pour créer un SaaS, un truc plus grand derrière. Et aussi pour avoir une vie sympa, quoi. C'est-à-dire que entreprendre étant pauvre, c'est quand même pas marrant. Le but, c'est quand même d'avoir un petit cash flow qui permet d'être libre financièrement et géographiquement. Donc 3-4K par mois, déjà tu vis, ça va, tu vois. Et ensuite, une fois que tu as coffré, que tu as stabilisé, que tu as scalé un petit peu, aller sur quelque chose où tu peux vraiment te prendre des tickets, parce qu'il y a 2 sortes de business. En fait, c'est les business à cash flow, comme celui que je viens d'énoncer, et les business à valorisation, où en fait, là où tu fais vraiment de l'argent, c'est la revente.
donc le SaaS. Et voilà, c'est là où tu peux vraiment te faire des gros tickets. C'est quand tu crées un SaaS qui est voilà, c'est risqué aussi, hein, pas se mentir. Le SaaS c'est plutôt risqué. Bien sûr, c'est risqué. Il faut beaucoup d'argent et en fait, en général, ça se revend à des multiples du MRR ou du ARR, donc exactement. Des revenus récurrents par mois ou par année. Et donc. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, alors qu'un business classique va se vendre, je sais pas, genre tu prends le profit annuel, tu fais en gros 2 fois 1,5 à fois 2,5 pour calcul très très simple. Alors je sais que t'en as plein qui vont dire oui, mais ça dépend. Ouais, je sais, mais je simplifie. Un SaaS sans visage, assez long terme avec des clients qui restent, tu peux faire des multiples mais qui sont ahurissants, fois 5, fois 6, fois 7. C'est délirant, tu vois. Donc c'est là où tu fais vraiment de la thune. Yes. C'est ça, c'est toujours ça. On peut toujours refaire le parallèle avec l'IMO. C'est au début, quand t'as pas d'argent, tu vas aller dans des villes qui sont pas très prisées, des biens qui sont pas chers pour avoir ton petit cash flow parce que t'as pas le choix. En fait, t'as pas d'argent. Puis après, quand t'as plus d'argent, que ce soit via l'IMO ou autrement, tu vas investir dans des biens peut-être de plus grande qualité ou dans des villes qui sont plus prisées parce que voilà, il y a moyen de refaire 300-400 euros sur un bien et faire 100 000 euros à la revente ou 200 ou 300. Voilà. Ça n'a rien à voir. Mais sauf que si t'as pas ces 300-400 par mois, enfin, je veux dire, si t'as pas les 2 ou 3 000, tu peux jamais te permettre d'attendre jusqu'à la revente. C'est impossible. Donc voilà, c'est comme si tu regardes un petit enfant au Pakistan. Voilà, il a vraiment pas d'argent. Et pour lui, le 1 ou 2 euros, toi, quand t'es français, déjà, t'arrives à quand même te sortir de là-dedans. Puis en fait, c'est une boule de neige qui grossit. Non, et puis même, c'est un peu une stratégie d'arbitrage, tu vois, pour l'immobilier. Bon, je suis pas expert, hein, mais voilà, c'est bien d'avoir du cash flow aussi positif pour faire 2-3 travaux stratégiques qui vont augmenter drastiquement la valeur du bien et qui vont, voilà, là où tu vas faire vraiment de la thune, c'est oui, dans le cash flow, qui est sympa, mais à la revente, parce que tu auras changé ce carrelage dégueulasse en un parquet sympa, et d'un coup, la valorisation, alors que le parquet t'a coûté 1000 ou 2000, je sais pas exactement, tu peux rajouter 10-15 000 à la valeur du bien, tu vois. Ah, c'est ça. C'est comme si vous vendez une voiture, lavez-la. Ça, c'est la meilleure, le meilleur conseil. Lave ta voiture, ça coûte 10 euros, tu la revendras à 500 ou 1000 euros plus cher. Ouais, c'est vrai, top. La dernière partie que je voulais voir avec toi, donc, tu m'as dit, t'as 20 ans, bientôt 21. Comment tu vis et comment, t'es pas obligé d'aller trop loin ni dans ta vie privée, mais ni dans tes finances, mais, qu'est-ce que tu fais de tout l'argent que t'as généré déjà? Et comment tu vis un peu ta vie à 20 ans où t'as un niveau de vie tes revenus qui sont supérieurs aux 99% des Français, même qui ont 50 ou 60 ans, quoi. Enfin, t'as des potes qui doivent être à 50 euros près. Enfin, en tout cas, tes potes que t'avais au lycée ou je sais pas, ton petit frère, ta petite sœur ou peu importe. Comment tu vis un peu cette décorrélation entre peut-être tes revenus? Est-ce que ton niveau de vie, tu l'as maintenu? Parce que beaucoup de gens font, surtout à ton âge, et que moi j'ai aussi fait moi je l'ai fait pendant longtemps, quand mes revenus ont augmenté. Tôt ou tard, ils les rattrapent, mais t'essayes de faire ça un peu plus progressivement et doucement. Qu'est-ce que tu fais de ton argent et à quoi ça ressemble ta vie aujourd'hui, que ce soit entourage où tu vis? Moi, j'ai pas mal changé d'avis là-dessus. Pour être tout à fait honnête, en termes de chiffres, là, j'ai 400 000 en trésor. Un trésor après taxe, après IS, après tout, hein, pas de trésor où j'ai pas encore payé à TVA l'IS. Hein, trésor, 400K. Je fais à peu près 50 000 euros par mois. Après TVA, après les charges, etc. Les charges essentielles du business. Donc les logiciels, les machins, etc. Donc qu'est-ce que je fais de mon argent? Moi, je suis pas mal en mode fast life en ce moment. Pendant 2 ans, enfin même, tu vois, 2019 à 2021 et quelques, j'ai beaucoup coffré. J'étais beaucoup en mode tout peut s'arrêter du jour au lendemain. J'ai d'une famille qui est pas forcément extrêmement riche, tu vois. Moi, je me fais beaucoup tacler, notamment sur Twitter, en mode j'ai une bonne famille, parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur de dire que ma mère était médecin. Sauf qu'ils ont pas compris que ma mère n'est pas en médecin libéral, donc elle est pas à 10 cas par mois. Elle est médecin fonctionnaire, donc elle est plus à 3-4 par mois. C'est pas la même chose, tu vois déjà. Du coup, je viens d'une famille où voilà, le salaire moyen c'est 2-3 000 euros par mois. Donc moi, je gagnais 10 cas par mois. J'ai fait mes premiers 10 cas à 17 ans, mais j'étais pas du tout en mode flambeur. C'est-à-dire que moi, je fais mes premiers 10 cas à 17 ans. On est en mars 2020. Il y a le Covid. J'ai nulle part où le dépenser. Donc en fait, je coffre. Je passe aux sociétés. Je me fais tellement démolir par les impôts en SAS que je coffre. Et c'est en 2022 où je me dis, mais là, j'ai maintenu mon niveau de vie. Bon, je vis quand même mieux que la moyenne, mais je dépense pas des masses non plus, quoi.
Je me dis bon merde au bout d'un moment quoi. C'est-à-dire que tu fais 50K par mois, c'est bien beau de faire le mec parfait sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn en mode moi je dépense pas, je vis sur un matelas par terre. Ouais, c'est mec, mais du coup en fait t'es complètement con, tu vois. C'est-à-dire que dormir par terre, si tu fais 50K par mois, tu gagnes ta vie pourquoi quoi. Ça sert à rien de faire de l'argent, descends tes revenus, tu vois. Donc j'ai commencé à dépenser plus. Je pense que je dois être aux alentours de 10K de dépenses par mois. Alors que, voilà, tu combinant les hôtels, les voyages, etc. Et je suis peut-être monté une ou deux fois à 15. Ça va vite. Ouais. Ouais, bien sûr. Après, il y a des. Donc, moi, pour un podcast, j'ai été dans une société de crypto où je sais qu'il y a un des fondateurs, c'est un YouTuber et qu'il avait un discours un peu, je dis, avec 2-3 000 euros par mois. Puis moi, j'étais chez quelqu'un d'autre. Et puis après, il est quand même débarqué en Jaguar Type F. Voilà, quand tu gagnes 2 000 euros par mois. Et voilà. Donc, à un moment, faut quand même être cohérent. Et je trouve la voiture, c'est quand même un bon signe de combien tu dépenses par mois, en général. Ouais. Et puis, moi, après aussi, bon, j'ai quand même. Après, il y a pas de... C'est normal, on gagne de l'argent pour en dépenser, mais c'est toujours, voilà, les gens, ils aiment bien la cohérence, et moi aussi, t'es cohérent avec ce que tu dis. Après, moi, j'ai quand même cet avantage par rapport à mon business qui a un peu de l'influence aussi, grâce à Instagram, les réseaux, etc., où en fait, les dépenses, je peux très rapidement transformer mes passifs en actifs. C'est-à-dire que l'autre fois, j'ai claqué un SMIC en boîte de nuit, et tout le monde m'a dit, mais attends, mais t'as perdu ton intelligence financière, n'importe quoi. Ouais, connard. Mais en fait, je t'explique, les 1006 dépensés en boîte, je les ai fait devant un mec qui, après, est venu me parler en mode, ouais, mais attends, tu fais quoi? T'es qui? J'ai montré mon Instagram, tac. Il a fini par prendre une place à 5K pour le séminaire. Donc, en fait, déjà, c'est rentabilisé. Et outre ça, j'ai fait des stories, j'étais tagué dans des stories, j'avais des collaborateurs, j'ai mon image. Donc, en fait, les 1006, ils m'ont rapporté plus de 10K. Donc, il y a ça. Et ensuite, comment est-ce que je vis avec mes proches, le décalage, etc. Il y a 3 types de proches en fait. T'as ceux qui étaient avec moi dès le départ au lycée, qui sont en fait mes amis d'enfance. J'ai pas d'amis spécialement avant le lycée. J'avais des amis, mais voilà, les chemins sont séparés depuis. Et eux, en fait, rien n'a changé avec eux. C'est-à-dire que je fasse 5 000 ou 50 000, notre relation est la même, on s'en fout. Donc moi, j'ai pas pris la grosse tête par rapport. Je m'en fous, quoi. C'est même pas une question, quoi. Ouais, non, bah t'as une histoire de grosse tête, mais après t'as une histoire juste de qu'est-ce que tu fais dans tes sorties, dans tes vacances et tout. Oui, ça c'est vrai que c'est un petit peu complexe. De t'adapter. Moi, je m'adapte à eux. Je leur dis à chaque fois, je dis, écoutez les gars, on part quand vous voulez, où vous voulez, le budget que vous voulez. Tu vois, c'est pas à moi d'imposer, tiens mon connard en mode quoi. Voilà. Donc déjà, il y a ce cercle social là. Il y a les entrepreneurs avec lesquels je traîne, qui sont donc devenus des amis. Il n'y en a pas des masses, mais une petite dizaine que j'apprécie véritablement et qui sont pas des confrères, mais des amis. Et eux, c'est génial parce qu'on a à peu près tous le même budget. On part ensemble quand on veut, donc c'est excellent. Et à la 3e catégorie où, c'est vrai que tu sens un petit peu de l'intérêt. Tu vois, t'as des ex qui reviennent, bizarrement, après 3 ans. T'as des amis, des connaissances avec lesquelles tu as parlé 2 fois au lycée, qui reviennent en mode, ouais, mec, j'étais sûr que t'allais réussir. Ah ouais, c'est marrant ça, c'est fou ça. Et ouais, c'est complexe. Tu vois, encore il y a 2 jours, j'étais à une sorte de festival et j'ai recroisé un mec que je connaissais il y a 3-4 ans. Il était en mode ouais, du coup, on va en boîte après, ça pose une table. Tu vois, genre, il y a beaucoup quand même de profiteurs. Il y a beaucoup de profiteurs. Ouais, bien sûr, c'est pas évident. C'est pas évident de faire la part des choses. C'est pareil, il y en a que tu sens, il y en a que tu sens un peu moins et puis faut se souvenir. En fait, c'est très difficile de faire de nouvelles amitiés hors ceux qui sont déjà amis avec toi depuis très longtemps, avec lesquels t'as confiance, en lesquels t'as confiance, et les amis entrepreneurs en fait qui ont déjà leur business, qui s'en foutent de ton argent parce qu'ils en ont déjà quoi. Yes. Et ça fait déjà pas mal de monde, c'est ça. Mais c'est vrai que l'autre jour, je suis parti en vacances avec un groupe de potes et tout, et puis moi j'étais longtemps comme toi, c'était en mode on va où vous voulez, ou alors je dis une destination, mais même si c'est loin et que c'est un peu cher, du coup, on dort dans des endroits qui sont pas chers, on va peut-être pas toujours au resto et tout. Et je suis parti 2 fois avec un gars qui est beaucoup plus riche que moi. Et ça m'a fait du bien de pas avoir, alors, ça m'a coûté plus cher, mais ça m'a fait du bien de pas avoir, parce que moi, après, j'ai aussi pas mal d'empathie. Donc, tu vois, j'y pense, même si des potes, ils dépensent, je sais combien ils gagnent. Et tu vois, au bout d'un moment, je sais que je suis pas trop à l'aise avec ça, tu vois, même si moi, ça me... Et là, ne pas avoir cette charge, tu vois, en mode lui, vas-y, c'est bon. Et puis il va vers des nouvelles expériences que toi, tu serais peut-être pas allé, tu aurais pas pensé, ou tu vois, il simplifie la vie sur des trucs. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les deux, et puis avoir les pieds sur terre, c'est
c'est important. Mais après, moi, j'ai pas trop ce problème-là. Tu disais par rapport à l'âge, etc. Parce qu'en fait, les 3 quarts des personnes que, déjà, j'oublie mon âge. Enfin, je ne prends jamais mon âge en considération pour quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, je me compare à des mecs que j'aime beaucoup, qui sont des très proches amis entrepreneurs. Il y en a un, par exemple, qui fait 304 profits par mois, alors qu'il bosse 1 heure par jour. Il est juste excellent en système, etc. Bah, je me compare tout le temps à lui. Mais en bien, tu vois. En mode, putain, ouais, là, tu fais ce résultat-là, mais tu pourrais faire ça. Et même, il est beaucoup plus âgé que moi. Mais, enfin, je trouve ça stupide de prendre ton âge comme une excuse, quoi. Enfin, ouais, non, c'est pas une excuse, mais c'est juste que voilà, t'as grandi avec des gens qui avaient le même âge que toi, tes frères et sœurs, ils ont plus ou moins le même âge, si t'en as, ou des choses comme ça. Mais oui, bien sûr, après, bah, si tu veux voir de l'avant, c'est important. Tu sais, on dit t'as les 3 tiers, les gens, faut traîner avec les 3 tiers, les gens qui sont de ton niveau, les gens du niveau de-dessus, les gens du niveau d'en dessous. Mais en fait, je trouve ce qui est compliqué, c'est pas forcément toi qui changes. Tu sais, les gens présupposent que tu vas changer à cause, entre guillemets, de ton argent. Et en fait, puisqu'ils présupposent ça, alors que tu ne changes pas, eux se comportent différemment avec toi. Et du coup, bah, au bout d'un moment, ça te gave qu'ils se comportent différemment avec toi, que ce soit avec des remarques ou des suppositions, etc., des préjugements. Et donc, toi, tu réagis en disant, bon, bah, les gars, ça me fait chier et tout, c'est pas cool, nan. Et là, ils vont te dire, ah, bah, tu vois, j'avais raison. Et en fait, c'est un sophisme ultra fallacieux, quoi. Et c'est super chiant, ça. C'est, ouais, tu sais, on dit souvent, on n'agit pas en fonction de ce que les gens pensent, mais ce qu'on pense, qu'ils pensent, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, ça devient un cercle qui s'arrête plus. Donc, très, très intéressant. Et ben, on peut faire, pour conclure l'épisode, on pourrait voir la suite. Comment tu vois un peu la suite? Est-ce que tu aimerais rentrer peut-être dans des plus gros business en tant qu'investisseur, aller sur des nouveaux projets? Est-ce que là, tu as une équipe, T'as des salariés ou quelque chose, ou c'est que des freelances que t'emploies pour... Alors, déjà, quand t'es en France, je pense que la pire idée du monde, c'est d'avoir des salariés. Je demande bien pourquoi. Hein. Bah, le code du travail est un enfer. Tu vas te prendre des prud'hommes, tu vas te prendre les plus fainéants, des mecs qui n'ont pas la notion du risque, qui n'ont donc pas de notion entrepreneuriale puisqu'ils sont entrepreneurs. Donc, à part si t'as un comptable, et encore, le comptable, en fait, tu peux le payer en freelance, tu peux payer cabinet, quoi. Donc, ça n'a aucun intérêt pour moi d'avoir des salariés. Donc j'ai une assistante et c'est tout. Sinon 2-3 freelances à l'occasion pour les vidéos, etc. Mais sinon absolument aucun freelance. Mes projets en ce moment, je prends des parts dans des business de mes élèves. Ce que je trouve vraiment prometteur, je prends des parts. Et du coup comme ça, en plus j'ai un véritable intérêt à ce qu'ils gagnent plus d'argent, tu vois. C'est bizarre, moi je vois aucun formateur faire ça. C'est étrange. C'est des mecs qui sont vraiment concernés. Sûr que tu vas réussir quand ils te vendent le truc, mais ils mettent pas d'argent dedans. C'est ça. C'est fou, hein. C'est bizarre. Non, moi, quand c'est vraiment un beau projet, je dis, bah, écoute, mec, je suis intéressé de rentrer au capital. On fait une petite SAS ensemble. Je prends 20, 25, 30% selon mon application et ce que j'apporte. Et comme ça, en fait, j'ai tout intérêt à ce que le business fleurisse. Et sinon, là, je suis en pleine, je suis en train de racheter des parts d'un gros média. Et sinon, je lance un SaaS. Un gros média, c'est quoi? Un média internet? Un média social? Un compte? Ouais. Genre un média que toi tu vois forcément 2 fois dans ton feed par jour, quoi. Ok. Et c'est pas des modèles OnlyFans, hein. Faites pas dire ce qu'on a pas dit. Non, je me risquerais pas. Non, j'aime bien le business, le business model d'agence, très simple. Et le SaaS. Je vais créer un SaaS relié justement à mon industrie. Et voilà, je suis cohérent avec ce que je t'ai dit 20 minutes plus tôt. C'est que le SaaS, c'est vraiment là où tu fais des gros exits et où tu empoches de la life-changing money, quoi. Bien sûr. Mais 400 000 euros que tu as de côté, pour beaucoup de gens, c'est déjà de la life-changing money. Hein. Ça, c'est sûr que si tu pars de zéro... Les gens ont des notions, des normes qui sont tellement basses. J'ai un ami qui a cette phrase que je trouve simple et en même temps extrêmement parlante, c'est le niveau est très très bas. Et en fait, c'est vrai dans tout, que ce soit la concurrence, les attentes, les standards. Les gens, tu leur dis 10K par mois, ils disent waouh, excellent. Et oui, effectivement, c'est excellent 10K par mois, c'est très bien. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les gens comprennent pas pourquoi Elon Musk continue de travailler, tu vois. Tous les débiles sur Twitter, ils sont en mode si j'ai X milliards, j'arrête de travailler. Et ben c'est exactement pour ça que tu seras jamais milliardaire, mon gars, parce que t'as cette mentalité de merde, tu vois. Ok. Non, je vois bien, je vois bien l'idée. Et le dernier point que je voulais voir avec toi, c'était très longtemps tu t'es pas affiché, tu t'es affiché récemment à un événement, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. En quoi t'as l'impression que ça t'a aidé? Il y a une chaîne YouTube qui est assez connue qui s'appelle Lama Fâché. Je sais pas si tu connais, bien je sûr, pense. Bien sûr. Ouais, qui est
qui a énormément percé et tout le monde cherche un peu savoir qui c'est, tout ça. Est-ce que t'as l'impression Ok, peut-être qu'on sait, ou enfin en tout cas pendant longtemps on l'a pas su. Moi j'ai pas investigué sur le sujet, mais est-ce que t'as l'impression que ça t'a aidé, en tout cas ça t'a différencié de pas mal de marketeurs, et pourquoi est-ce que t'as peut-être changé ton fusil d'épaule? T'avais l'impression que ça a été éprouvé, qu'à un moment il fallait peut-être passer à autre chose, ou comment t'as... Bah en fait, il y avait deux facteurs qui ont énormément joué, parce que comme tu l'as dit, pendant 4 ans, les 1,4 million en infoproduits, par exemple, je les ai fait sans montrer mon visage, tu vois. Donc je pense que ça peut aussi être un déblocage sympa pour les gens qui ont peur de ça, qui veulent pas se montrer, qui veulent rester anonymes. Bien sûr. Tout à fait possible de gagner sa vie sur Internet en ne se montrant pas, en étant totalement anonyme, en n'étant pas une personne publique. Il y a eu deux facteurs, deux choses qui ont fait que j'ai fait mon face reveal. La première, c'est que ça devenait impossible à tenir. C'est facile de rester anonyme quand t'es dans ton coin, quand t'es dans ta grotte, quand t'as une petite audience, etc. Là, j'arrivais avec une audience qui dépassait la centaine de milliers de personnes. J'étais de plus en plus, je faisais des séminaires, j'allais dans des événements. Il y avait forcément fait des photos qui, les photos des événements, j'étais dessus. Les gens savaient à peu près à quoi je ressemblais. En fait, ça devenait de plus en plus. Le mystère était pas intact. En fait, le mystère, soit il devait être parfait, intact et complet, soit il n'avait pas lieu d'être. Donc là, on commençait à savoir à peu près à quoi je ressemblais. Donc en fait, ça n'avait plus d'intérêt marketing. Ça devenait de plus en plus difficile de cacher entre guillemets mon visage. Et ensuite, je sais pas si tu as entendu parler, si tu as vu mon petit buzz sur Twitter récemment. Ça aurait jamais été possible. Oui. J'ai pas Twitter, donc je sais pas. J'ai fait 5,5 millions de vues avec une vidéo en 48 heures. Et en fait, c'était mon stade 3 entre guillemets de ma conquête d'internet, un petit peu comme Andrew Tate, tu vois. Moi, je veux vraiment avoir cette omniprésence et défoncer le marché. Tu peux pas le faire en étant un visage caché. Cette vidéo, si j'avais eu le visage flouté, elle aurait fait, je pense, 30 fois moins de vues facilement. Okay. Et pareil, en termes d'intérêt, tu vois, genre, je sais pas si t'as un événement, t'as peut-être un ou deux mecs qui sont super intéressants, qui ont des projets de fou. Et s'ils connaissent ton visage, ils vont venir te parler. Tu vas peut-être lui serrer la main, discuter avec lui. Et en fait, ça va aboutir sur une collaboration qui va te rapporter 300K. Si t'es pas connu, si t'es pas public, tu loupes ça. Donc en fait, le coût d'opportunité de pas se montrer, en tout cas à mon niveau, avec mon activité, avec l'audience que j'avais dans ma situation, était énorme. Donc oui, même si j'aurais préféré œuvrer dans l'ombre pour toujours, j'avais plus intérêt. Moi, j'ai une logique très capitaliste. Voilà. Moi, j'ai une logique d'intérêt personnel. Ça va m'apporter 10 fois plus de me montrer. Allons-y, quoi. Okay. Top. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je demande pas ça souvent, mais est-ce que tu aurais des invités, parce que c'est vrai que vu que tu es un peu dans une sphère qui touche, mais sans être exactement celle des invités que j'ai la plupart du temps, est-ce que tu aurais des invités à me recommander ou des sujets que tu trouverais intéressants de traiter sur un podcast Bye Bye Patron? Alors, si tu veux quelqu'un de véritablement pertinent, quelqu'un qui est très très chaud et qui est pas trop connu publiquement, je trouve que c'est intéressant d'inviter ces personnes-là. J'ai un ami qui s'appelle Ethan Bensoussan. Tu pourras le trouver sur LinkedIn ou Instagram, etc. Et c'est un mec d'ailleurs qui est en train de créer un SaaS qui est déjà évalué à 1 million. Et le mec, en fait, a une approche de marketing que je trouve unique en France. C'est qu'il a un œil vachement... c'est un ingénieur à la base. Donc en fait, il a une approche vachement scientifique, mathématique du marketing. Et c'est un mec qui, je trouve, devrait avoir 20 000 fois plus de visibilité, de notoriété, parce que c'est un mec qui, je pense, dans des formats comme celui-ci, par exemple, pourrait épater ton audience. Ok, top. Merci beaucoup pour la recommandation. Je te souhaite une très bonne continuation. De même. Et puis à très bientôt. Ciao. Je te remercie. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Je vous rappelle, la boîte à billets, 10 épisodes extraordinaires vous attendent. Vous allez pouvoir faire plus de gros billets que jamais. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un invité d'exception. Bye bye.